Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 17 septembre 2023, nous sommes dimanche et on va faire le point sur les marchés financiers, sur ce qui s'est passé la semaine dernière et regarder un petit peu dans quelle direction on va pour l'instant. Alors c'était une semaine assez particulière parce que finalement on a eu beaucoup de nouvelles. C'était une grosse semaine axée sur l'inflation, sur les ventes de détail, sur la Banque Centrale Européenne et puis finalement on a eu pas mal de choses, on va dire, surprenantes et décevantes. On aurait pu s'attendre à un marché un peu plus malade qui a montré une force relative assez impressionnante tout au long de la semaine, mais qui s'est dégonflé massivement et violemment vendredi soir en fin de séance, qui laisse présager une semaine peut-être assez houleuse aux États-Unis. En tous les cas, on verra comment l'Europe va réagir après les annonces faites par la BCE cette semaine. Donc si on revient rapidement sur ce qui s'est passé, tout d'abord on a eu le CPI. Alors le CPI n'était pas monstrueusement bon, on a vu que finalement ça se stabilisait mais ça ne baissait plus vraiment. On a toujours un gros problème au niveau des résultats nets du CPI, puisque bien sûr on sait que la bouffe continue de monter, on sait que le pétrole continue de monter, on sait que le housing, les logements, c'est pas aussi simple que ça. Bref, on a quand même l'impression qu'il y a des choses qui ne se stabilisent pas. Par contre, c'est vrai, une fois qu'on enlève un petit peu les éléments dérangeants, eh bien finalement le CPI va pas trop mal. Donc le marché l'a bien pris, tant mieux. Le marché l'a bien pris en disant oui, mais c'est bien, ça va bien se passer. Puis bientôt, eh bien, Monsieur Powell n'aura pas besoin de monter les taux en septembre. Il est plus que probable que Monsieur Powell n'aura pas besoin de monter les taux au prochain meeting qui aura lieu le 31 octobre et le 1er novembre. Donc du coup, on était plutôt rassurés, ce qui a permis au marché de se stabiliser relativement bien. Puis ensuite, on a eu le PPI. Alors le PPI était lui aussi relativement fort. Et un PPI relativement fort, ça veut dire que logiquement, comme on l'a dit et répété plein de fois, quand vous avez un PPI qui est fort, c'est-à-dire que le CPI du mois prochain sera probablement aussi élevé, relativement fort en tous les cas. Donc mais personne ne s'est inquiété de ça. On s'est dit non, c'est bon, on va dans la bonne direction. Pour l'instant, on est dans ce qu'on dit en anglais, c'est du wishful thinking. On espère vraiment que M. Powell l'interprète comme nous, parce que s'il ne le fait pas comme nous, ça risque d'être un peu plus compliqué la semaine prochaine, lors du meeting de la Fed. Et puis on a eu les ventes de détail. Là aussi, les ventes de détail, on se dit, ouais, c'est relativement fort, ça va, on voit que le consommateur est en pleine forme. Mais en fait, non, le consommateur, il n'est pas si en pleine forme que ça, parce qu'il est en train de restreindre ses dépenses quand même. Ça ne se voit pas sur les ventes de détail, parce que le pétrole continue de monter, le pétrole compense, si on veut bien, ce ralentissement des ventes, et on se dit, ah, mais les gens, ils consomment. Ouais, ils consomment du pétrole, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'autre choix que de mettre de l'essence dans la voiture pour les bosser. Donc forcément, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu biaisé par rapport à ça. Le pétrole, quelque part, continue de monter aussi. Ça, c'est un truc super inquiétant. On va y revenir dans 2 secondes. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, eh bien, on a aussi eu la BCE. La BCE est venue nous annoncer, alors que personne n'était vraiment chaud patate sur cette histoire-là, la BCE nous a donc annoncé une hausse des taux surprise, j'ai envie de dire, et qui a eu une réaction, qui a provoqué une réaction sur les marchés, qui était également une réaction surprise également, puisque finalement, le jour de la hausse des taux de la BCE, surprise, vous avez quand même le DAX et le CAC qui explosent littéralement de 2,5-3% quasiment en 2 séances, sous prétexte que c'est une bonne nouvelle parce que c'est la dernière. Alors il faut quand même revenir en arrière, se projeter un peu dans le passé, se souvenir quand même que la bonne nouvelle du fait que les taux ne monteront plus parce que c'était la dernière, on nous a déjà fait le coup la dernière fois. Donc la dernière fois, on était déjà monté en disant « Ah, c'est la dernière fois qu'elle monte les taux. Ah, bah tiens, non, c'est pas la dernière fois. » Boum, une fois de plus. Donc on verra un petit peu comment ça va évoluer ces prochains temps. Mais clairement, le rebond était surprenant. On a presque eu l'impression à un moment donné que le marché était en train de manipuler tout le monde. Tous ceux qui ont voulu jouer la baisse pendant ces quelques jours se sont fait coincer en fin de semaine. Et tout le monde est reparti à la hausse et on s'est fait tirer dans tous les sens à la hausse parce que, eh bien finalement, la BCE nous a surpris dans le bon sens, mauvais sens, je sais plus. En tous les cas, visiblement, à l'heure actuelle, monter les taux, c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut juste dire que c'est la dernière fois. Alors, à chaque fois qu'on nous monte les taux, on se dit c'est la dernière fois. Souvenez-vous aussi, en août l'année passée,
on s'est dit ah oui, mais Powell, il va venir à Jackson Hole et il va dire cette fois c'est bon, je pivote. On était en août 2022. On s'est dit on va pivoter, c'est la dernière fois. On est en septembre 2023. Il a toujours pas pivoté, monsieur Powell. Et puis ça tombe bien parce qu'il va nous parler la semaine prochaine. Donc on se réjouit déjà de voir ce qui va se passer. Et puis on a bien sûr le baril. Alors le baril, j'en ai largement parlé dans chaque Morning Bull de la semaine dernière et de la semaine d'avant. Ça fait un moment que le graphique est en train de casser à la hausse et ça fait un moment que les inventaires sont en train de se péter la figure. Et aujourd'hui, on se dit bon, les inventaires se pètent la figure, le graphique arrête pas de monter, la demande augmente de plus en plus parce que les inventaires sont très très bas et en plus on s'approche d'une période qui est plus froide et traditionnellement quand on s'approche d'une période plus froide, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Eh bien traditionnellement on doit simplement se retrouver avec plus de consommation de pétrole, ce qui est assez logique. Et donc du coup on peut s'inquiéter de ce qui va se passer ces prochains temps. Et ça c'est le gros stress du moment parce que le pétrole a frise les 91, les 92, les 93 et quand on va arriver proche des 100... je rappelle, encore une fois, oui, je sais, je l'ai déjà dit, hein, c'est un peu, je me répète, hein, c'est là, je radote, mais néanmoins, d'aussi loin que je me souvienne dans la finance, chaque fois qu'on passe les 100 $ sur le baril, eh bien, on se dit, attention, hein, quand le baril passe les 100 $, c'est un signal de récession. Alors, c'est un signal de récession qu'on a déjà avec l'inversion de la courbe des taux qu'on a depuis 200 jours et tout le reste. Donc, vous avez déjà un signal là. Si on passe les 100 $ sur le baril, on a un deuxième signal de récession. Et à côté de ça, vous avez tous les grands gourous de la finance qui disent non, 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 c'est maîtrisé, c'est pas pareil, il n'y aura pas de récession cette fois. On espère qu'ils ont raison en tous les cas, parce que pour l'instant, il y a 2-3 trucs qui font un tout petit peu peur. Et puis on le verra tout à l'heure dans les graphiques, eh bien on voit qu'en fin de semaine, même si jeudi, vendredi, l'Europe était en pleine euphorie, on voit la clôture de New York, c'est un tout petit peu plus délicat en termes de technique et en termes de renversement en fin de semaine, et on pourrait avoir la trouille. Imaginez que M. Powell monte les taux la semaine prochaine. Ouais, non, mais même s'il monte les taux, ce sera une bonne nouvelle, parce que de toute façon, ce sera la dernière fois qu'il monte les taux. Si on regarde les performances de la semaine, eh bien, vous voyez, le pétrole est en hausse de 4,22%, et puis derrière, tout le monde monte, le Nikkei, le Bitcoin, l'Italie, même le SMI, 2,28% de hausse sur le SMI, c'est exceptionnel, on n'a pas vu ça depuis bien longtemps. Par contre, il y a un petit truc tout en bas de la liste qui fait un tout petit peu peur, et c'est le Philadelphia Semiconductor Index, le fameux SOX, ainsi que le Nasdaq, puisqu'on voit un retournement assez spectaculaire. Hein. Vous avez un S&P 500 qui termine en baisse, le Nasdaq qui termine en baisse, le Semiconductor Index qui termine en baisse, et tout le reste qui termine en hausse. Ça donne un peu l'impression quand même qu'on a eu une fin de semaine en fanfare, et c'est vrai que vendredi soir, quand on voyait la performance des marchés, on se disait ouais, ça va terminer en boulet de canon, et non, les Américains se sont retournés en fin de séance, et du coup, comme d'habitude, ils nous ont laissé, nous les Européens, terminer en fanfare, et dès qu'on est parti à la maison, ils ont commencé à taper sur le marché, et puis finalement, ils finissent au fond du bac, avec un signal quasiment de vente sur le Semiconductor Index, et aujourd'hui, on nous laisse un petit peu orphelins. L'ouverture de lundi risque d'être relativement intéressante sur l'Europe. Le SMI, c'est du vert, du vert, du vert et du vert, ou presque. Suisse Re qui remporte le pompon avec 5,74% de hausse, 4,7% de hausse sur Novartis, 4,8% sur Sonova, 4,02% sur Richemont qui revient, parce que tout d'un coup on se dit, ah finalement les chiffres chinois sont pas si mauvais en Chine. Enfin en tout cas ils ne baissent plus semble-t-il, donc il y a eu un regain d'intérêt sur tout le secteur du luxe. L'UBS comme toutes les semaines qui prend 3%, et puis autrement le reste, vous voyez, il n'y a plus qu'ABB et Givaudan qui terminent en baisse, mais sans grandes nouvelles. On voit que c'était plus un rachat global du SMI, je vous le disais la semaine dernière que pour voir monter le SMI, il faudrait qu'on se repositionne sur les grands noms. Alors là aussi, quand vous avez finalement, alors Roche fait pas une performance transcendantale, mais quand vous avez une Roche qui reprend 2%, une Novartis qui reprend presque 5%, ça aide quand même à bien repartir à la hausse, ce qui fait que ça nous a permis d'avoir, et on va le voir incessamment sous peu sur le graphique, que finalement ça ne se passe pas si mal du niveau du SMI qui s'est sorti d'une gonfle assez délicate, qui n'est pas vraiment encore sorti du tunnel, mais qui va un petit peu mieux. Alors si on part sur le graphique du SMI, alors vous voyez, je vous parle depuis plusieurs semaines de ce support finalement qu'on a, de cette tendance ascendante où qu'on a chaque fois qu'on vient tester la zone en montant des 10 775 ici et puis à l'époque des 10 400, eh bien on a cette tendance haussière qui est confirmée par ce canal dans lequel nous sommes. Et chaque fois qu'on revient sur ce bas de canal, eh bien on rebondit. Ça n'a pas manqué encore une fois la semaine dernière. Je peine à comprendre les justifications de cette espèce d'explosion qui nous permet de clôturer en fin de semaine au-dessus de la moyenne des 200 jours ici.
ce qui est assez spectaculaire et qui nous permet également de casser cette tendance descendante qui pouvait faire craindre une cassure du Grand Canal la semaine dernière, chose qui est pour l'instant mise de côté. Ce qu'il faudra voir par la suite, effectivement, c'est comment on va se comporter ces prochains temps. Comme je vous l'ai dit, les Américains se sont violemment retournés en fin de séance vendredi, ce qui pourrait laisser penser qu'on aura une ouverture un petit peu plus faible lundi matin. Mais attention, on a toujours cette zone de support à surveiller. Et en cas de cassure, quand on voit la faiblesse de l'engouement sur le SMI ces derniers temps, j'ai un petit peu peur que ça puisse se casser violemment si cela devait se produire, bien sûr. CAC 40, un peu à l'image, pas à l'image de la Suisse, mais on l'a senti, vous le voyez, vendredi soir, donc on a eu une journée spectaculaire jeudi qui nous a permis de rebondir jusqu'à ce canal descendant, de le casser vendredi à l'ouverture, d'aller chercher jusqu'à 7400 et des poussières et de terminer au plus bas. Ça, c'est pas des figures qui sont super rassurantes en général. En général, je dis bien, moi je ne suis pas un analyste technique, je suis un observateur technique, on va dire. Donc il faudra quand même faire attention, ce genre de renversement, c'est pas très beau. Et puis quand on regarde le DAX, la figure est moins frappante, mais c'est pareil, on est allé chercher la moyenne mobile des 50 jours, on a tenté la cassure, on a échoué. Et puis on revient aussi en direction de ce trend descendant dans lequel on est depuis un petit moment. Donc lundi sera extrêmement intéressant. Si on revient dans ce canal sur le DAX, le CAC et le SMI revient en dessous de sa moyenne mobile des 200 jours, ça voudrait dire qu'on est toujours dans ce mood un petit peu négatif. Je vous rappelle quand même pour mémoire qu'on est au mois de septembre et que c'est jamais très facile les mois de septembre. Et puis alors les Américains qui eux attendent leur banque centrale la semaine prochaine, malgré une réaction solide à tous les chiffres économiques durant la semaine, on voit que le S&P 500 termine dans une sale configuration. Quelque part, vous avez eu quand même sur les 5 séances, on termine au plus bas sur les 5 séances, alors que chaque fois on a réussi à faire mieux, chaque fois on s'est battu contre les chiffres, et en fin de semaine, on termine au plus bas de la semaine, en allant casser les niveaux de support intra-week, j'ai envie de dire. Et ça, c'est pas forcément rassurant, mais bon, si c'était que le S&P 500, ça serait pas trop grave. Le problème, c'est que le Nasdaq est dans la même type de configuration. Vous voyez, il a effacé sa semaine complète. Et on peut craindre une accélération quand même sur le secteur technologique. Alors de nouveau, si on regarde que le Nasdaq comme ça, on se dit oui, mais bon, il est en train de se bagarrer avec la moyenne mobile des 50 jours ici. C'est juste de trouver sa bonne position. Mais si on regarde le SOX, eh bien vous voyez que cette tendance ascendante dans laquelle nous étions sur le SOX depuis pas mal de temps, qui passait par là, et qui tenait encore le coup ici, eh bien elle a cassé. Elle a cassé la semaine dernière ici, et elle a cassé surtout en weekly également. Donc vous avez le graphique qui a cassé non seulement le support, mais en plus qui fait ça sur une fin de semaine, ce qui n'est pas forcément rassurant. Et comme vous le savez tous, le SOX est un indicateur avancé, donc ça n'est pas forcément très rassurant pour la suite des événements, donc méfiance. En ce qui concerne les stars de la finance en Suisse cette semaine, alors je vous préviens, c'est pas du délire, il n'y a pas grand chose à dire, mais on reviendra avec une nouvelle super intéressante au niveau du Swissbliss qui est assez passionnante, qui est assez marrante surtout. Bref, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais en tous les cas, on commence par Meyer Burger. Meyer Burger qui a signé, qui a pris durant la semaine à un moment donné 5,2% parce qu'ils ont signé un contrat avec une boîte qui s'appelle Elgon Energy, qui est une filiale de AMAG, vous savez, les Volkswagen, Das Auto. Et donc ils ont signé un contrat avec eux pour installer les panneaux solaires dans toutes les filiales AMAG et compagnie. Donc c'est une bonne nouvelle pour Meyer Burger. Donc quand on voit où se traite le titre aujourd'hui, on se dit que ça fait du bien d'avoir une bonne nouvelle et on voit aussi que l'impact, les 5,2% par rapport au mouvement du titre, eh bien c'est que dalle. Oui, parce que la tendance de fond de Meyer Burger a été pétée depuis bien longtemps. Vous le voyez ici, donc vraiment des effondrements. Et vous voyez ici le rebond de 5,2% qu'il a fait l'autre jour, eh bien, il a quasiment déjà été effacé en fin de semaine. Donc on voit que pour l'instant, c'est juste un dead cat bounce sur Meyer Burger. Mais quand on commence les nouvelles de la semaine avec Meyer Burger, c'est aussi qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Puisqu'on est dans les trucs où il n'y a pas grand-chose à raconter, on parlera aussi de Evolva. Evolva, c'est un biochimiste, vous connaissez, qui a pas mal de soucis financiers. Alors, ils ont obtenu
un accord pour débloquer des fonds, ce qui leur a donné un petit peu d'oxygène et puis qui a permis au titre de rebondir sur la nouvelle de 18,9%. Bon, ça, c'est plus de la manip sur la nouvelle pour plus qu'autre chose. Je suis pas sûr que ça change la face du monde et ça veut pas dire non plus qu'ils sont devenus leaders dans l'intelligence artificielle. Donc, ils ont juste réussi à débloquer du pognon pour essayer de survivre. Donc, il y a eu un rebond. Mais alors vraiment, là, c'est l'exemple typique du dead cat bounce, un rebond, et puis après, derrière, poum, ça s'est repété la figure. Vous le voyez sur le graphique, ça ne ressemble strictement à rien, mais alors à rien de chez rien. Je veux dire, c'est juste un espèce de petit rebond, ça se voit même pas. Hein. Le petit machin vert que vous voyez tout en bas, là, eh ben, ce petit machin ici, c'est 18% de rebond sur le titre. Bon, forcément, quand ça vaut 2,15, c'est plus facile de faire 18% de hausse. Mais enfin, voilà, donc la nouvelle a fait bouger le titre de ce côté-là. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit pour en parler plus longtemps que ça. Le graphique que vous avez sous les yeux à l'instant, c'est Basilea. Alors Basilea, vous voyez qu'il s'est pris une claque assez monumentale cette semaine. Pas de raison fondamentale, mais c'est pour vous montrer l'effet de la rumeur. Il y a des rumeurs comme quoi un actionnaire de référence, sans donner plus de détails, serait en train de sortir de Basilea. Vous voyez l'impact que ça a en fin de semaine. Tout d'un coup, on a la news et bam, le titre, il se fait juste éclater. Bon, c'est pas non plus une chute verticale, mais ce mouvement-là, c'est juste une rumeur qui fait que l'on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'évidemment peut-être un actionnaire pourrait sortir. Alors, est-ce que c'est un actionnaire de référence qui est là en tant que partenaire, on va dire, business, ou est-ce que c'est un partenaire financier qui est là pour l'investissement? Et c'est toute la grande question qui se pose autour de ça. Mais comme tout dans la finance, d'abord on tire et on pose les questions ensuite. Et puis alors, la grosse nouvelle de la semaine, si on va appeler ça comme ça, une grosse nouvelle de la semaine en Suisse, c'est Novartis. Novartis qui a eu son assemblée générale et ils ont décidé d'accepter la scission de Sandoz. Alors c'est pas une monstre surprise, hein, bien sûr. Tout le monde sait que ça allait se produire et tout le monde sait que on allait avoir une nouvelle action qui allait arriver, Sandoz sur le marché. Il fallait quand même que ce soit validé par les actionnaires. C'est fait, c'est une bonne nouvelle. Et on l'a vu d'ailleurs sur le comportement de l'action durant la semaine, on l'a vu dans les performances du SMI que Novartis est un des champions de la semaine parce que finalement, ils vont faire leur IPO sur Sandoz. Et en ce moment, les IPO, rappelez-vous de Arm Holding l'autre jour, eh bien c'est vachement bien. Ah, vous voyez le graphique de Novartis, il a bien salué la nouvelle. Et on termine quasiment au plus haut des plus hauts de ces derniers temps. On n'en est pas encore tout à fait, mais on s'y approche gentiment. Donc pas grand-chose à dire sur Novartis. On voit encore une fois que Novartis est quand même une action de canal, si on veut bien, puisque vous le voyez, on a eu pendant des mois et des mois cette espèce de zone où finalement on a traité dans ce grand canal qu'on a fini par casser. Et là, on est en train de s'installer dans un nouveau canal qui passe entre les 86 et les 93, 94 francs suisses. Donc, ce sera à surveiller ces prochains temps. Là, techniquement, on a plutôt l'impression qu'il faudrait vendre Novartis pour aller rechercher les bas du canal, malgré la bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle qu'ils puissent vendre Sandoz, c'est une bonne nouvelle, c'est pas non plus une méga surprise. Donc, il faudra suivre attentivement ça ces prochains jours. Et puis alors, on terminera avec une nouvelle, si on peut appeler ça comme ça, une déclaration qui a été faite la semaine dernière par monsieur Paul Krugman. Alors, Paul Krugman, c'est un économiste, et pas n'importe lequel, puisque, un, il est américain, et deux, il a obtenu le Nobel d'économie il y a quelques années en arrière. Donc c'est pas un rigolo et c'est pas un monsieur qui ne sait pas de quoi il parle. Cependant, monsieur Krugman a publié ce tweet l'autre jour et dans ce tweet, il dit en gros, pour essayer de traduire en travers des lignes, que finalement l'inflation est sous contrôle et que la Fed a fait le boulot qu'il fallait faire parce que selon lui, si vous enlevez le pétrole, la bouffe, les loyers et les voitures, eh bien, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas d'inflation. Alors, c'est assez rigolo parce qu'en gros, ça veut dire que si vous mettez pas d'essence dans votre voiture, que vous n'achetez pas de voiture d'ailleurs, que vous ne vous logez pas et qu'en plus vous ne mangez pas, eh bien, effectivement, vous n'êtes pas victime de l'inflation. Alors, c'est juste proprement hallucinant qu'on puisse nous sortir un truc pareil parce que ça voudrait dire, ça résumerait le fait, en fait, que c'est pas l'inflation le problème, c'est nous. Parce que finalement, on consomme, alors que si on ne mangeait pas, que si on ne se logeait pas, et si on n'allait pas faire le plein de la voiture, au mieux qu'on n'achetait pas de voiture, eh bien, il n'y aurait pas d'inflation. Donc, c'est juste extraordinaire. Et c'est sorti la semaine dernière. Et autant vous dire que la plupart des observateurs économiques sont tous en train de se foutre de lui.
parce que il y a eu une parodie même qui a été faite sur une chaîne américaine il y a quelques temps, un peu le type le Gorafi sur Twitter, ils ont dit la même chose. Ils ont dit oui, bah en fait, si vous arrêtez de manger, eh bien il n'y a pas d'inflation, vous la sentirez pas passer. Et ils interrogeaient des faux SDF dans la rue pour dire oui, ils n'ont pas remarqué la différence parce que finalement ils achètent rien. Monsieur Paul Krugman a créé un tremblement de terre parce qu'il a soutenu la Fed avec des arguments qui sont complètement débile. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. On traverse une période d'hésitation. On l'a vu sur les graphiques en fin de séance, en fin de semaine, que ça devient difficile, qu'on ne sait plus trop où aller. On a vu que le marché, par moment, il est très fort pour des raisons qui sont un tout petit peu bidons. On a vu le comportement de l'Europe jeudi et vendredi, cette espèce de rallye que personne n'a vraiment compris en se disant oui, elle annonce qu'elle monte les taux, mais que c'est peut-être la dernière, alors qu'elle ne l'a pas dit. Le marché explose, puis en fin de semaine, on se rend compte que finalement, il y a quand même la Fed la semaine prochaine. Effectivement, a priori, il y a 97% de chances qu'ils ne montent pas les taux selon les experts, mais on s'attendait également à une non-hausse des taux ce jeudi à la BCE. Alors, quid du futur? On peut se poser des questions et c'est les réponses qu'on aura ces prochains jours. Alors du côté chiffres économiques, il n'y a pas grand chose la semaine prochaine parce qu'il y a la Fed. Il n'y a personne de la Fed qui va parler parce que c'est Black Period. Et on aura la réponse mercredi soir pour savoir finalement ce que Monsieur Powell et ses amis auront décidé sur les taux. Mais a priori, ça ne devrait pas changer. On sent néanmoins, en tout cas aux États-Unis, en tout cas sur la techno, que ça devient un petit peu plus fragile. Il y a eu beaucoup de déceptions par rapport à la présentation du dernier iPhone. Les gens s'attendaient à quelque chose de plus... Je ne sais pas à quoi ils s'attendaient, mais quelque chose de plus en tout cas. Et puis beaucoup de spécialistes sont venus dire que le pricing c'était une erreur, blablabla. Enfin bref, ça met la pression sur Apple. Nvidia n'arrive plus vraiment à aller en avant. Google est sous procès et ça peut faire très mal en fonction des sanctions, même si il n'y a pas un risque fondamental sur Google sur le long terme. Et bref, on sent que c'est pas aussi simple que ça. Et les gens commencent à avoir un tout petit peu peur. En tout cas, moi, quand je regarde les graphiques américains, pas les graphiques européens pour l'instant, mais surtout les américains, j'ai 2-3 doutes dans l'immédiat de la performance de la semaine prochaine. Mais en même temps, on est très solide. Mais il faudra continuer quand même à observer très attentivement le pétrole parce que, comme je vous l'ai dit et répété, eh bien, il y a des fortes chances qu'on arrive à des niveaux qu'on n'a pas tellement envie de voir sur le baril. Et hier, je suis passé devant une station-service et j'ai vu le prix de l'essence à 2,15. Ça m'excite moyen quand même. Pas parce que je vais acheter une Tesla, mais ça m'excite moyen quand même. Voilà, je vous remercie donc d'avoir été avec moi encore une fois pour ce Swiss Bliss. Je vous souhaite un excellent dimanche, une bonne fin de week-end et on se retrouve demain matin pour entamer une nouvelle semaine de Morning Bull Live avec bien sûr le pinacle de la semaine avec la réunion de la Fed de mercredi soir. Moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et à revenir demain matin. Bon dimanche à tous, bye bye.